L'échiquier international, heureux de vous retrouver pour le numéro du jour. De quoi l'île de Lampedusa est-elle le nom? Un confetti en Méditerranée en passe pourtant de devenir le symbole d'une crise migratoire qui fait tant de mal à l'Afrique en premier lieu et qui touche l'Europe par son flanc sud. Sauf que peut-être les responsabilités ne sont pas au même niveau. En tout cas, un flux migratoire inquiétant en provenance de la zone subsaharienne de Guinée, du Cameroun et du Mali, pour ne citer que les habitants sur place submergés en colère contre leurs dirigeants et mettent en doute les politiques publiques. Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni, venus sur place pour tenter de tabler sur un plan d'urgence. Cependant, comme nous allons le voir ce soir, les raisons de cette crise migratoire sont peut-être à chercher plus loin en amont. On le rappelle que ce sont près de 10 000 personnes qui seraient arrivées sur l'île italienne en l'espace de quelques jours. Comment est-on arrivé là? Les mécanismes européens sont-ils limités pour endiguer le phénomène en question? Ne serait-il pas temps de faire un bilan de la politique sécuritaire au Sahel au détriment d'autres options qui mettraient davantage le développement en exergue, par exemple? Et le Maghreb dans tout ça, l'Algérie surtout, que préconise-t-on pour répondre à la crise migratoire qui devrait, selon l'ONU, s'aggraver dans les prochaines années? Selon un rapport, la proportion de migrants au sein de la population mondiale s'élèverait à presque 4%, c'est-à-dire environ 400 millions de personnes. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une urgence. Voilà le menu des discussions du jour et l'on débute juste après ça. On le disait à l'instant, la petite île italienne de Lampedusa tente de faire face à un afflux de migrants, 7000 en l'espace d'un seul jour, soit l'équivalent de la population locale. Les centres d'accueil, eux, ne peuvent répondre aux besoins que d'une centaine de demandes. En tout cas, pour en parler ce soir et pour nous accompagner, j'ai l'honneur d'abord de recevoir Hassan Qassimi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Expert en questions géopolitiques et surtout spécialiste de la question migratoire. Face à vous, on sera avec également Prince Koya, docteur en sciences politiques et directeur de l'école politique africaine. Vous serez en direct de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Mais avant de lancer les échanges, messieurs, je vous propose une petite séquence en lien avec notre thématique du jour. Le Premier ministre Meloni et moi sommes ici aujourd'hui pour proposer une réponse coordonnée des autorités italiennes et européennes. Et je veux être très clair, nous avons une obligation en tant que membres de la communauté internationale, nous l'avons remplie. Ce qui est en jeu ici, c'est l'avenir que l'Europe veut se fixer. Parce que l'avenir de l'Europe dépend de sa capacité à relever les défis énormes et massifs qui nous attendent. Et l'immigration clandestine est certainement l'un de ces défis. Et la présidente de la Commission européenne le sait très bien. Et depuis le début de notre travail, j'ai trouvé qu'elle a toujours été extrêmement coopérative à cet égard. Et je pense que c'est extrêmement important. Alors, Prince Koya, on avait l'image, c'est peut-être une image un peu péjorative, de ces boat people qui franchissaient la Méditerranée en quête d'une vie meilleure en Europe. Mais là, comme on a vu avec les chiffres, on est sur une autre échelle. Près de 10 000 personnes, on l'a dit, sont arrivées sur l'île italienne de Lampedusa en l'espace de quelques jours. Il s'agit de presque d'un déplacement de population. Est-ce que cela vous surprend? Non, cela n'est pas surprenant parce que je vais vous lire rapidement une déclaration d'Emmanuel Macron de 28 novembre 2017 lors de son déplacement à l'université de Ouagadougou, et il disait « C'est en Afrique que se jouera une partie du basculement du monde. Si nous échouons à relever les défis ensemble, alors l'Afrique tombera dans l'obscurité, c'est possible. » Et il continue de dire « Elle régressera, elle reculera, ce qui est discutable, mais il finit par dire « Mais avec elle, l'Europe aura les mêmes difficultés parce que s'ouvrira une longue période de migration, de misère, des routes de la nécessité et de la douleur encore plus qu'aujourd'hui. » Alors, c'est une phrase qui étaye, c'était une phrase quelque part visionnaire parce que le déclin justement ou du moins l'accroissement donc de ces vagues migratoires a commencé beaucoup plus tôt
depuis 2012, c'est le point culminant. Les migrations ont toujours eu lieu, l'immigration a toujours été une réalité humaine. L'émigration, quitter son pays pour aller vers un autre, a toujours été une réalité humaine, d'Europe vers l'Afrique, de l'Afrique vers l'Europe et vice-versa. Mais depuis 2012, l'émigration africaine vers l'Europe a connu un pic, notamment qu'il faut centrer à travers donc l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011. La Libye qui, rappelons-le, était le Cerbère, le chien de garde quelque part de l'Europe, parce qu'il y avait des accords effectivement signés entre l'Union européenne et ce pays, qu'il faut le dire, jouait un rôle de stabilisateur, quoi qu'on en dise. Rappelons que la Libye, c'était 6 millions d'habitants en 2011, et sur les 6 millions, il n'y avait que 3 millions d'habitants qui étaient libyens. Et les 3 millions autres, c'était effectivement des populations subsahariennes qui venaient chercher du travail dans l'industrie du pétrole et du gaz dans ce pays. Et donc Kadhafi jouait quelque part là, quel que soit finalement ce qu'on pouvait lui reprocher en termes de gouvernance, il représentait quelque part ce stabilisateur régional. Une fois que ce filet de sécurité saute, on peut constater qu'il y a eu une croissance exponentielle du nombre de migrants quittant l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Donc, on va en dire beaucoup plus, mais déjà sur ce premier point, il faut voir qu'à partir de 2012 à maintenant, on a eu une croissance exponentielle du nombre de migrants d'Afrique subsaharienne vers l'Europe qui se chiffre en des millions de personnes, sans compter que plus de 50 000 morts sont dénombrés déjà entre 2012 à ce jour. Alors, donc déjà, oui. Alors, justement, Hassan Qassimi, l'observateur du phénomène migratoire que vous êtes, vous l'avez étudié à la fois sur le pourtour méditerranéen et sur la bande sahélienne, vous allez peut-être nous aider à décortiquer ce chiffre. On l'a dit, 10 000 personnes débarquent sur l'île de Lampedusa en l'espace de quelques jours, principalement des jeunes hommes. On n'a jamais vu une telle ampleur. Est-ce que, selon vous, c'est un pic d'une migration sauvage, entre guillemets, ou plutôt le début de l'aggravation du phénomène en question ? Vous savez, le pic de l'immigration, nous l'avons connu en 2015. Il y a eu à peu près 1 million de migrants qui sont arrivés en Europe, en situation illégale. Maintenant, ce qui se passe actuellement à Lampedusa, je pense que d'abord, nous n'allons pas pleurer sur le sort de l'Europe, parce qu'il leur arrive à Lampedusa. Nous allons plutôt pleurer sur le sort des populations africaines chez nous. Et là, on va se demander pourquoi toutes ces populations, avec ces déplacements de population, des déplacements massifs de pays africains vers le Maghreb et vers l'Europe. D'abord, la première observation que nous allons faire, c'est au sujet de la détresse de ces populations africaines, c'est que les États africains sont incapables de répondre aux besoins vitaux de leur population. Ça, c'est le point le plus important. Le deuxième élément, c'est que ce qui se passe un peu en Afrique, il y a des facteurs exogènes qui ont fait que les États africains ont été affaiblis, ont été appauvris, ont été pillés, ce qui fait que, et aussi, il y a eu, bien sûr, une volonté délibérée d'empêcher la démocratie de s'installer dans ces pays pour qu'il y ait une très bonne gouvernance pour pouvoir un peu répondre aux besoins des populations, aux besoins de la jeunesse. Donc une fois qu'on a fait de tels constats, qui sont d'abord importants, parce qu'il ne faut pas voir le mal uniquement ailleurs, le mal est aussi en nous. Et là, dans une deuxième phase, que se passe-t-il en fin de compte à Lampedusa ? À Lampedusa, d'abord, il faudrait dire une chose. Avant de parler de Lampedusa, il faut parler de Lampedusa qui se trouve au nord du Niger. Nous avons une situation humanitaire dramatique au niveau d'Assamaka, d'Arlit et d'Agadez. Nous avons plus de 20 000 ou 30 000 migrants qui sont abandonnés. Et là, personne n'en parle. Personne n'en parle pour la simple raison que ce sont des Africains qui sont en train de mourir en silence. Et l'Union européenne, comme toujours, bien sûr, le mauvais élève à qui on devrait absolument faire porter le bonnet d'âne, fait toujours des constats qui sont faux. Et là, nous avons vu dernièrement, il y a de cela quelques jours, Ursula von der Leyen qui s'est déplacée à Lampedusa avec Meloni, et elle a fait une proposition de plan avec 6 ou 7 points pour essayer de répondre aux exigences un peu
de la situation explosive. Pour Meloni, la situation n'est pas explosive. La situation a déjà explosé chez elle au niveau de Lampedusa. Donc il y a plus de 10 000 migrants qui sont arrivés et les migrants continuent d'arriver. Et là, il y a certaines parties qui veulent expliquer, qui donnent des explications, même dans l'entourage immédiat de Meloni, pensent et considèrent que Meloni fait actuellement l'objet d'un complot pour la simple raison qu'il y a que l'extrême droite italienne, composée de Forza Italia et de la Ligue du Nord, ont été élus principalement sur le dossier migratoire. Et là, vous devez savoir... On va en parler, Hassan Qassimi. On va en parler. À partir de la Libye et de la Tunisie, il y a eu 120 bateaux qui ont quitté au même moment, qui ont quitté les côtes de Sfax et les côtes libyennes pour rejoindre Lampedusa. Vous devez savoir aussi que derrière tout ce qui se déroule actuellement dans ce mouvement de population de la Libye et de la Tunisie vers Lampedusa, il y a des organisations de passeurs très puissantes et qui en quelques jours, en 3 jours, récupéré l'équivalent de 12 à 13 millions de dollars. Vous devez savoir que pour passer de la Tunisie ou de la Libye vers Lampedusa, il faut payer 1800 dollars par personne. Donc, les revenus qui sont engrangés par ces réseaux de passeurs sont immenses, sont importants, et forcément, il y a derrière toute une organisation très forte, et ces organisations criminelles de passeurs sont aussi bien installées sur les côtes libyennes et tunisiennes que sur les côtes italiennes et les côtes espagnoles. Donc, de part et d'autre, il y a bien sûr des organisations transfrontalières criminelles qui encouragent ce mouvement vers les frontières italiennes ou les frontières espagnoles. Alors, on pourrait peut-être dire plus que ça, si vous voulez, on va en parler. En abordant d'autres problématiques. Justement. Alors, Prince Couillard, face à cette nouvelle crise migratoire, l'Europe peine à afficher un front commun. Mercredi, l'Allemagne a annoncé suspendre l'accueil volontaire de demandeurs d'asile en provenance d'Italie, prévu d'ailleurs par les accords européens en raison d'une forte pression migratoire et du refus de Rome d'appliquer ces mêmes accords. Cette même pression semble être tellement forte, assez en tout cas pour mettre à mal la politique dite commune européenne. Est-ce que la crise migratoire pourrait s'aggraver jusqu'à peut-être émietter la solidarité européenne, selon vous? Oui, dans mon ouvrage même de 2017, j'annonçais déjà ce que j'appelais le choc de l'interdépendance sociale, politique et humanitaire entre l'Afrique et l'Europe. Le postulat de base, c'était quoi? C'était que depuis la déstabilisation des pays comme l'Irak, avec la guerre des États-Unis, la guerre de Syrie en 2013, la guerre du Soudan aujourd'hui, la guerre d'Éthiopie, la guerre en Côte d'Ivoire en 2010, avec encore l'ONU, les armées françaises aux prises au gouvernement ivoirien. Donc, avec toutes ces crises qui débutent au début des années 2010, on a eu finalement des actions parfois subversives de l'Occident en Afrique. Ces actions subversives ont généré quelque part de l'instabilité qui elle-même existait. Mon co-débatteur du jour l'a dit tout à l'heure, il y avait effectivement en Afrique, il y a en Afrique de la mauvaise gouvernance, de la pauvreté, tout ce qu'on peut avoir comme aspérité de gouvernance. Cependant, les interventions subversives ont contribué de l'étranger, ont contribué à aggraver ces problèmes sous-jacents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'arrivent pas à trouver donc la paix, l'épanouissement sur le territoire de leurs États respectifs. Qu'est-ce qu'ils font de manière malheureuse? C'est de désigner l'étranger, l'Europe, comme l'Eldorado. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui va aller en devenant davantage pire. Ça ne va pas s'arrêter. Ce n'est qu'un échantillon que nous voyons. Ces personnes désespérées parce que abandonnées par le gouvernement, parce que pillées dans leur pays, parce que sans espoir, vont chercher le réconfort, vont chercher l'épanouissement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'Europe a un accord qu'on appelle d'abord l'accord Schengen, qui permet la libre circulation de personnes au sein de l'UE, et il y a des accords
protocolaires qui permettent donc la répartition des migrants arrivant sur le territoire européen. Mais l'Europe n'a pas été faite d'abord pour accueillir la misère du monde. L'Europe a été faite pour permettre une meilleure intégration en pays européens. Ce qui veut dire que, en cas d'excès, l'Europe ne pourra pas absorber tout ce qui vient hors d'Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont même les fondements institutionnels de l'Europe qui risquent de fondre à moyen ou à long terme. Et c'est vers ça qu'on parle aujourd'hui. L'aile droite de la politique européenne se fissure aujourd'hui. Mélanie, Le Pen, il n'y a plus vraiment d'amitié. Mélanie fait un rétro-pédalage, elle qui avait juré pouvoir maîtriser les vagues migratoires, se rend compte que la réalité est tout autre. Et donc, l'institution européenne risque de se fracturer. Elle a commencé à l'être en 2014, avec les coups de semonce portés par le parti UKIP en Grande-Bretagne, qui avait déjà organisé le référendum et le vote sur le référendum sur la base de l'immigration. Et le titre de leur campagne, c'était « Votez-moi pour que nous mettions fin aux vagues migratoires vers la Grande-Bretagne ». Et c'est d'ailleurs la question migratoire qui a donc permis le retrait de la Grande-Bretagne de l'UE. Donc la crise institutionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Elle est en train de se creuser, nous en sommes témoins, et elle ira encore de mal en pis. Voilà, parce que mais vous allez voir, c'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter. Alors Hassan Qassimi, il y a un aspect qui nous a interpellés en préparant le numéro du jour, c'est cet élan de solidarité du monde occidental, mais pas seulement de l'Europe, à l'endroit des victimes ukrainiennes suite à l'opération spéciale russe. Il y a 5 millions de réfugiés ukrainiens. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, l'UE a activé la directive relative à la protection temporaire et un dispositif d'urgence utilisé dans des circonstances exceptionnelles. Alors cela renvoie à quoi? Un titre de séjour pour les Ukrainiens, l'accès au marché du travail et au logement, une assistance médicale et l'accès des enfants à l'éducation. Alors serait-il simpliste de dire qu'il y a des bons et des mauvais réfugiés? Vous savez, vous avez bien fait de poser cette question pour la simple raison que l'Europe ne manque pas une occasion pour nous donner des leçons sur les droits de l'homme et la démocratie. Seulement, l'Europe est devenue le chantre de l'ostracisme, du racisme, de l'exclusion, du profilage ethnique et de la ségrégation. Et là, vous devez savoir, je vais vous donner des chiffres pour vous donner un peu des évaluations et des proportions. En 3 ans, l'Europe a reçu 8 millions d'Ukrainiens. Elle a reçu l'équivalent de 350 000 migrants qui sont venus d'un peu partout, de subsahariens et bien sûr de l'Asie et du Moyen-Orient. Maintenant, vous avez vu les proportions, et là, personne ne parle des migrants ukrainiens qui sont arrivés en Europe, des 8 millions. C'est un chiffre extraordinaire de par son ampleur, de par son volume et de par ses conséquences, parce qu'il faut avoir aussi des infrastructures d'accueil très fortes. Et là, les Européens ont mis en place des dispositifs financiers, des dispositifs sociaux, économiques pour les accueillir et les intégrer. Donc, vous avez vu que les Européens sont coupables de profilage ethnique et racial à l'égard des autres nationalités. Maintenant, on va essayer quelques chiffres pour vous donner un peu des proportions et des nuances à ceux qui nous écoutent. Et là, je vous dirais une chose, que le gros des migrants qui se trouvent en situation illégale, qui se trouvent en Europe, sont d'abord les Syriens, les Afghans. Et là, si je prends ces deux nationalités qui représentent à peu près 250 000 de migrants qui sont en Europe en situation illégale. La Syrie, c'est l'Occident qui a détruit la Syrie. L'Afghanistan, c'est l'Occident qui a détruit l'Afghanistan. Donc, et aussi, bien sûr, ce qui arrive ailleurs. Il y a derrière toujours le couteau et le pistolet de l'Occident. Quand il y a le feu, il ne faut pas chercher très loin pour trouver les auteurs et les pyromanes. Et là, je vous dirais que l'Europe reçoit comme un boomerang le contre-coup de ce qui a semé comme désordre un peu partout dans le monde, au Moyen-Orient, en Afrique et bien sûr en Asie. Et là, je vous dirais une chose, c'est que actuellement le mouvement migratoire va se poursuivre. Et les Européens pensent de manière un peu, je ne dirais pas naïve, mais de manière un peu vicieuse,
qu'en payant des pays comme la Libye ou la Tunisie, que ces pays-là vont garder les migrants dans leur pays. Et là, croyez-moi que, je vous donne un exemple, le dernier traité qui a été signé entre l'Union européenne et la Tunisie, et qui doivent être suivis par, bien sûr, des accords qui seront adoptés par les gouvernements respectifs, tunisiens et Union européenne. Et là, je pense que les Tunisiens sont en train de rétropédaler, de faire marche arrière sur cet accord, qui est une véritable atteinte à la souveraineté nationale tunisienne. Et là, vous devez savoir qu'il y a eu, dans cet accord, il y a eu des mécanismes de renvoi de tous les bateaux qui seraient interceptés au niveau de la Méditerranée centrale et qui seraient renvoyés vers la Tunisie et vers la Libye, devant faire de ces deux pays les poubelles de l'Europe, et qui ont, bien sûr, mis en place, parallèlement à cela, d'autres mécanismes de sélection Hassan Rassimi, malheureusement, le temps file. de la migration, de prendre les meilleurs et de refouler un peu ce que l'Europe n'a pas besoin. Et là, ce sont des politiques qui ont des conséquences le temps file, malheureusement. J'aimerais qu'on parle maintenant des solutions fâcheuses pour les pays du Maghreb. Parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des solutions, mais avant de terminer ou d'attaquer la dernière partie de l'émission, j'aimerais qu'on écoute Antonio Guterres qui va peut-être nous donner des indices. On regarde. Chaque personne a besoin d'un travail décent et d'une protection sociale. Grâce à la collaboration avec les gouvernements et le secteur privé, notre accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale pour des transitions justes vise à créer 400 millions de nouveaux emplois décents, en particulier dans l'économie verte, les services à la personne et l'économie numérique, ainsi qu'à étendre la protection sociale à plus de 4 milliards de personnes. Alors, rapidement, dernière question à vous deux, messieurs, puisque le temps file. Peut-être pour finir sur les solutions, le tout sécuritaire est peut-être au niveau du Sahel en train de montrer ses limites algétables sur le développement. C'est ce que soutient notamment la conférence internationale sur le développement au Sahel. Est-ce que, selon vous, ça serait peut-être un début de réponse pour endiguer la crise? La question est dirigée vers vous, Prince Gouillard, d'abord. Oui, tout à fait. Écoutez, il n'y a pas un plan pour apporter le développement dans un pays, le développement qui lui-même maintient la population sur place. Il faut des solutions larges, de mon point de vue. Il faut les solutions aux facteurs exogènes de la crise migratoire et des solutions aux facteurs endogènes de la crise. Aux facteurs exogènes qui signifient finalement les actions qu'ont mené les pays étrangers qui ont conduit à la déstabilisation et l'appauvrissement des pays africains. Il faut juste qu'on entre dans une nouvelle ère de souveraineté où les puissances étrangères doivent prendre conscience que leurs interventions subversives ont des conséquences sur les petits pays, mais également un effet de boomerang sur eux, et donc faire cesser l'exploitation et les interventions arbitraires dans les petits pays pour que ces derniers puissent enfin se prendre en main. Alors, concernant les petits pays, une fois que ces interventions cessent, ce qui ne sera pas demain, développer une vraie conscience de la bonne gouvernance et de la souveraineté dans ces pays. Je prends par exemple un pays comme le Sénégal, où les intentions d'émigrer sont affichées au moins à 54%. Environ 54% des jeunes Sénégalais veulent quitter leur pays. Et c'est un pays d'émigration. Vous avez vu que là, ils n'ont pas besoin de traverser la mer pour venir en Europe. Ils le font simplement pour aller sur les îles Canaries. Pas plus tard qu'en juillet, il y a eu environ 41 morts dans la traversée de la mer vers l'île Canaries. Ça, c'est un problème de gouvernance, de pauvreté, de chômage, d'emploi, de ressources naturelles qui ne profitent pas du tout aux populations locales. C'est une question de planification économique du gouvernement, c'est une responsabilité nationale. Il faut que les gouvernements prennent leurs responsabilités, puissent actionner le levier de l'effectivité de la souveraineté pour que nos jeunes, nos matières grises, nos ressources humaines restent localement au développement de l'Afrique. Nous compterons, et je finis pour dire, 2 milliards d'habitants environ en 2050. Aujourd'hui, on est 1,5 milliard environ. Il faut bien que ces personnes puissent trouver de quoi faire sur le territoire. Et je vous dis qu'une personne qui se sent bien chez elle n'a pas à aller voir ailleurs. Donc il faut résoudre le problème localement d'un point de vue social, économique, politique et sécuritaire. Alors Hassan Rassimi, en guise de conclusion, en moins d'une minute s'il vous plaît, est-ce que le développement préconisé par la conférence sur le développement du G5 Sahel est peut-être le début d'une solution selon vous?
Vous savez, le G5 du Sahel me rappelle de très mauvais souvenirs, parce que vous devez savoir que le G5 du Sahel a été un mécanisme d'intervention étrangère encadré, financé et organisé par la France. Donc c'est un dispositif d'ailleurs qui est tombé à l'eau avec ce qui vient de se passer un peu au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Donc les solutions sont multiples. D'abord, il faudrait revenir et sortir de la doctrine occidentale coloniale consistant à privilégier la lutte contre le terrorisme, l'installation de bases militaires à outrance et de manière illimitée en Afrique, et qui constituent des instruments de domination et de pénétration des territoires en Afrique. Maintenant, les solutions d'abord sont comme le propose l'Algérie, qui va organiser bientôt une conférence internationale sur le Sahel. Et là, c'est une aubaine et une opportunité pour les Européens, pour les Américains, de s'impliquer de manière très forte. Merci, pour venir un peu participer, pour financer un vaste plan de développement pour stabiliser un peu tous les États en difficulté. Malheureusement, on arrive à la fin, Afrique. Le deuxième point, c'est quel que soit le pays dans lequel nous sommes, nous devons savoir que la migration doit être maintenue à son niveau le plus confortable pour qu'elle ne puisse pas entrer en confrontation avec la sécurité, bien sûr. Voilà, c'est en quelques mots ce que Merci je beaucoup, peux Monsieur vous dire. Qassimi. En guise de conclusion, c'est le mot de la fin. Sini Hassan Qassimi, merci pour vos éclairages. Prince Koya, vos explications sont comme à l'accoutumée fortement appréciées. Grand merci à vous, messieurs. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. À la prochaine pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.